Bonjour à tous, bienvenue à cette séance relative au cadre institutionnel du sport européen et mondial. Donc l'objectif de la séance n'est évidemment pas de rentrer dans les détails, vu que c'est une matière qui est beaucoup plus administrative et juridique. Vous vous intéressez évidemment beaucoup plus à la partie pédagogique et encadrement sportif des athlètes. Par contre, il m'a semblé effectivement intéressant de vous présenter le cadre général dans lequel vous pourriez être amené à évoluer si vous encadrez des athlètes de tout premier plan à l'international. Donc, comme William l'a expliqué, ce module s'inscrit dans la continuité de ce que vous avez vu au niveau initiateur, paysage institutionnel au niveau belge francophone. Comme pour tes autres matières, les questions d'examen porteront uniquement sur le syllabus et ce qui est contenu dans le syllabus. Et la présentation orale sert plutôt de guide, d'exposé un petit peu plus concret avec quelques exemples, éventuellement un peu plus interactifs. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de l'exposé. L'objectif, je viens de le décrire brièvement, donc c'est vraiment vous brosser le cadre général dans lequel on évolue au niveau international et mondial, au niveau européen principalement, mais de plus en plus mondialisé. Les institutions que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'Union européenne, qui, comme William l'a souligné dans son introduction, a fait du sport une compétence spécifique, traité de Lisbonne 2007 en vigueur 2009. Donc l'Union européenne a désormais une compétence sport. Le Conseil de l'Europe, le tribunal d'arbitrage du sport, le fameux TAS, qui intervient en cas de litige. On verra un petit peu quel est son rôle, comment il fonctionne. L'UNESCO, qui également travaille au niveau du sport. La Conféges, au niveau de la francophonie. Et enfin, la grande région, qui travaille à un échelon beaucoup plus local, au niveau de la France, la Belgique, le Luxembourg et de l'Allemagne. Alors, le plus proche de chez nous et ce qui occupe la plus grande partie de notre temps, c'est effectivement l'Union européenne, qui est à la base, ne l'oublions pas, un marché économique et politique principalement, qui consacre toute une série de libertés et de concurrence. Donc c'est une union de 28 États membres pour le moment, bientôt 27, on verra comment ça se concrétiser. Pour le sport, il faut bien avouer que le départ de l'Angleterre, du Royaume-Uni, aura relativement peu d'influence par rapport à d'autres matières. Effectivement, c'est un partenaire qui disparaît. Il restera vraisemblablement un partenaire privilégié des discussions. Parfois, dans l'Union européenne, on continue à discuter avec d'autres partenaires non membres. Mais voilà, il n'y aura pas de déséquilibre. Ça ne nous empêchera pas de continuer à travailler malgré le départ des Anglais. Donc, traité de Rome, qui est le traité fondateur de l'Union européenne, modifié plusieurs fois, dont la dernière fois à Lisbonne en 2007. Important pour nous, vu que c'était vraiment la consécration au niveau sportif. C'est une construction internationale qui est unique au monde, qui balance entre supranationalité et intergouvernementalisme. Ça veut dire qu'à certains moments, cet organe va pouvoir prendre des décisions sans pour autant passer par l'avis explicite de chacun des États membres. Donc il y a des décisions qui seront prises à la majorité au Parlement. Donc certains États membres pourront être mis en minorité et donc devoir accepter des dispositions parfois contraignantes à l'encontre de leur position de base. Donc c'est vraiment quelque chose qui est unique au monde. Tous les autres instruments, toutes les autres constructions internationales reposent à chaque fois sur un accord explicite de l'État membre si on veut lui imposer quelque chose dans son ordre juridique interne. Alors, les compétences de l'Union européenne, je l'ai dit, ce sont principalement liées à la sphère économique. On parle de liberté de circulation, liberté de circulation des travailleurs, de personnes, mais également de capitaux, des biens et services. Et on parle également de libre concurrence. Une compétence sport est apparue en 2007, une compétence qualifiée de support. Donc, il n'y a pas de compétence législative contraignante qui est octroyée aux communautés européennes, par contre, est l'occasion d'appuyer, coordonner ou de compléter l'action des États membres dans le domaine des actions, notamment du sport. C'est indiqué ici. Donc c'est l'article 6 du décret qui est complété par l'article 165 du décret. Et l'objectif, c'est de contribuer à la promotion des enjeux européens du sport. Et notamment, et c'est le plus important, développer la dimension européenne du sport. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Union européenne ne va pas se substituer aux États membres pour réguler le sport, et encore moins aux fédérations européennes ou mondiales pour l'organisation spécifique du sport. Donc on l'a vu au premier niveau initiateur, donc la compétence de régulation, d'indépendance des fédérations n'est pas remise en cause. Donc les organisateurs des événements, les dépositaires de la charge de l'organisation du sport proprement dit, la réglementation, est toujours bien du ressort des fédérations internationales.
l'Union européenne peut intervenir, le cas échéant, via des actions d'encouragement et principalement par des recommandations qui n'ont pas de caractère contraignant, on le verra un petit peu plus loin, mais qui invitent les États membres, la Commission, les parties prenantes, donc principalement les fédérations, à poursuivre tel et tel objectif. Mais il n'y a rien de contraignant, c'est un engagement politique et une invitation à aller tous dans une direction en vue d'un objectif qui a été déterminé. Alors, quelles sont les institutions de l'Union européenne ? Celui dont on entend le plus parler, c'est le Conseil européen, qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement. C'est lui qui donne les impulsions, il détermine la politique globale et se réunit une fois par semestre. Il y a un président qui a été désigné pour le Conseil européen, c'est Donald Tusk, qui a succédé à Herman Van Rompuy, qui a exercé 2 mandats consécutifs au niveau du Conseil européen. Ce Conseil européen n'a pas de compétences législatives, donc c'est un organe politique qui donne les impulsions, qui oriente la politique générale, mais n'intervient pas dans le processus d'adoption des différentes normes européennes. Le Parlement européen, par contre, lui, intervient dans le processus décisionnel. Il est élu au suffrage universel et c'est lui qui représente réellement les citoyens. Il y a tout un travail parlementaire qui est en œuvre au niveau du Parlement, qui interroge la Commission, qui est l'équivalent du gouvernement, sur toute une série d'actualités, notamment en matière d'éthique sportive. Le Parlement s'est également intéressé il n'y a pas longtemps au Football Leagues, donc les révélations qui ont été faites par rapport au montant et à la manière dont étaient transférés les footballeurs d'un club à l'autre, ou au e-sport, donc comment appréhender le phénomène des sports électroniques. Est-ce que c'est un sport? Est-ce qu'il faut l'intégrer? Oui, non, dans le domaine sportif. Comment est-ce qu'il faut le réguler le cas échéant? Le Parlement peut adopter, le cas échéant, certaines résolutions, donc de nouveau à caractère non contraignant, mais invite tous les acteurs concernés à travailler en vue de la réalisation d'un objectif qu'ils jugent important. Celle qui met le plus en œuvre la politique européenne, c'est la Commission. Elle défend les intérêts de l'Union, elle veille également à la bonne application des différents traités, principalement tout ce qui est économique, mais en ce qui nous concerne, sport de plus en plus depuis maintenant une petite dizaine d'années. Et elle a vraiment un grand pouvoir d'impulsion. La plupart des normes sont adoptées à l'initiative de la Commission. Et la Commission est organisée un petit peu sur le même modèle de l'administration chez nous, donc avec une direction qui est spécifiquement dédicacée au sport. Ce n'est pas la plus grosse direction, il faut bien l'avouer. Je crois qu'ils sont une vingtaine ou une trentaine par rapport aux armadas qu'il peut y avoir dans d'autres départements de la Commission. Mais voilà, donc on en est au début et il commence à y avoir de plus en plus d'activités au niveau sportif. Et enfin, le Conseil de l'Union, donc bien faire attention à la terminologie. Conseil européen qui est composé des chefs d'État membres et Conseil de l'Union est constitué des ministres compétents. Donc il faut bien distinguer les deux choses. Et c'est là que les ministères des sports se réunissent pour adopter les dispositions spécifiques au mouvement sportif. Donc il y a tous les 6 mois une présidence tournante. Donc là c'est la présidence maltaise qui vient de prendre la main pour 6 mois. Et en fin de présidence, les ministres se réunissent en vue d'adopter les normes qu'ils jugent utiles. Recommandations, on l'a vu, ou conclusions, on le verra un petit peu plus tard. Et donc c'est les présidences, à tour de rôle, qui déterminent un petit peu les thèmes sur lesquels elles souhaitent travailler. Mais donc ça c'est vraiment très important, il y a des présidences qui sont plus dynamiques que d'autres, et là elles ont vraiment une autonomie pour impulser les politiques qu'elles désirent voir mettre en œuvre. Les réunions des ministres sont préparées en amont par les personnes des ministères des Sports. Donc en général, il y a 5 à 6 réunions préparatoires avant la réunion ministérielle. Et donc là, c'est là que nous intervenons en tant que ministère des Sports pour préparer tout le travail en vue de la réunion ministérielle. Enfin, 2 autres institutions, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour des comptes, qui assurent là plutôt une surveillance au niveau d'une part des normes et d'autre part de la comptabilité. Mais donc voilà, comme ça vous avez un aperçu de l'ensemble des institutions de l'Union européenne. Alors quels sont les actes de l'Union européenne? De l'ordre plus contraignant au moins contraignant, le règlement qui peut être adopté, donc là c'est vraiment une spécificité européenne, que de pouvoir imposer directement dans l'ordre juridique interne des normes contraignantes qui s'appliquent à tout le monde. C'est le règlement. Une fois qu'un règlement est adopté par la procédure Parlement-Conseil,
il est immédiatement applicable à l'ensemble des personnes visées sur l'ensemble du territoire européen. La directive est adoptée également entre le Parlement et le Conseil. Elle fixe les objectifs, mais là c'est à chaque État membre d'adopter dans son ordre juridique interne les dispositions pour atteindre l'objectif qui est déterminé dans la directive. C'est contraignant également, mais là les États ont une marge de manœuvre, donc on dit qu'on doit transposer la directive dans son ordre juridique interne pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont visés par la directive. Si on ne le fait pas, il y a souvent des contraintes financières, des astreintes, si on ne se met pas en ordre suffisamment tôt, suffisamment dans les règles. Donc je vais passer la décision qui concerne là plutôt on cible certains opérateurs ou certains pays. Donc c'est une décision qui est prise, qui est contraignante également, mais uniquement via certains acteurs. La recommandation nous intéresse plus particulièrement parce qu'elle existe en matière sportive. Il y a déjà eu un exemple qui a été adopté, on le verra un petit peu plus loin. On est dans du législatif, mais non contraignant. Donc la recommandation est adoptée par le Conseil de l'Union européenne, donc pas les ministres des Sports. Et là, donc, on est dans l'ordre de la déclaration politique, mais qui a vraiment un certain poids, parce qu'en général, on demande du reporting sur ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, et donc on va pouvoir mettre en concurrence, en tout cas comparer les avancées des uns et des autres par rapport aux objectifs, avec toute une série d'indicateurs, et c'est sûr que chaque État n'a pas envie de se retrouver dans la zone rouge, et donc c'est quand même un incitant très fort pour que les États développent la politique qui a été arrêtée en concertation par l'ensemble des ministres. Donc pas de contraignant, pas de sanctions, mais quand même un incitant très fort. Alors, quelle est la politique développée au niveau de l'Union européenne? Elle était balisée par deux documents, le livre blanc pour le sport et la communication pour le sport. On ne va pas trop rentrer dans le détail. Donc, ce sont des documents d'intention politique qui ont été pris à l'initiative de la Commission, donc qui assume là pleinement son rôle d'initiateur et son rôle d'impulsion de politique au niveau européen. Alors, qu'est-ce qu'on vise essentiellement au niveau du sport dans l'Union? C'est les trois thèmes principaux que j'ai pris ci-dessous. Donc c'est le rôle sociétal, donc tout ce qui est intégration, égalité hommes-femmes, inclusion sociale de tout un chacun. La dimension économique, forcément pour l'Union européenne, forcément au niveau du sport également, avec tout un travail qui est fait notamment au niveau des comptes satellites du sport. Donc là, la Belgique est en train de rentrer dans cette dynamique-là également. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer d'évaluer tout ce que le sport suscite et ramène comme moyen financier à l'intérieur de la Belgique. Donc pour le moment, il y a dans les comptes nationaux une rubrique sport, mais qui ne concerne que les budgets publics sport. Or, il y a beaucoup d'autres activités qui génèrent et qui coûtent qui génèrent des flux financiers. Et donc là, l'objectif est vraiment de rassembler l'ensemble de tout ce que génère le sport pour avoir vraiment une vue globale. Donc ça sera vraiment une aide à la décision qui sera très importante. Les mécanismes ont été arrêtés au niveau européen et donc nous sommes en train maintenant en Belgique de les mettre en œuvre pour arriver à avoir des données qui soient vraiment réellement fiables. Et enfin, tout ce qui est organisation du sport de manière générale. On peut penser notamment à tout ce qui est bonne gouvernance. On y viendra un petit peu après. C'est un thème qui revient fort à la mode. 2011, deuxième document très important. 2 jours à la base de la Commission européenne, sur base de son rôle, de son droit d'impulsion. Donc on est allé un petit peu plus loin dans le détail du rôle sociétal qu'on souhaite jouer au niveau européen. Donc tout ce qui est croissance européenne, employabilité, donc permettre grâce au sport de donner des compétences qui pourront être utiles sur le domaine du travail, tout ce qui est cohésion sociale, double carrière des sportifs de haut niveau. Donc là, vous avez l'occasion, je pense, je ne sais plus dans quel module, d'appréhender ça. Donc si vous encadrez des sportifs de haut niveau, forcément c'est important que celui-ci continue, à côté de sa carrière de sportif de haut niveau, de développer des compétences qui lui seront utiles pour l'après-carrière, mais également utiles pendant sa carrière sportive, de manière à pouvoir rester équilibré. Donc toute cette méthode de travail a été mise en place au niveau européen et est mise en œuvre chez nous. Cadre européen de certification, donc William vous en a touché un petit mot dans l'introduction. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de positionner toutes les formations d'entraîneurs par rapport à un cadre commun au niveau européen, de manière à pouvoir permettre la mobilité entre États membres, que votre brevet ou que votre diplôme puisse être utilisé dans n'importe quel État de l'Union européenne, sans avoir à réaliser trop de démarches administratives pour avoir une équivalence dans le pays dans lequel vous voulez exercer en tant qu'entraîneur. Lutte contre la violence, promotion de l'activité physique, on y reviendra un petit peu plus tard.
Dimension économique, on revient sur la croissance de l'emploi. Travailler sur la propriété intellectuelle, là c'est un champ qui n'a pas encore été extrêmement développé, mais qui mériterait vraiment une attention particulière. Et alors tout ce qui est aide d'État, donc il faut savoir qu'au niveau européen, ils sont très attentifs à ce que la libre concurrence et que la concurrence loyale soit respectée entre tous les opérateurs. Et donc ils sont attentifs à ce que l'État, le pouvoir public, ne favorise pas à l'excès l'un ou l'autre opérateur par rapport à l'autre. Donc en termes de subventions, on doit, nous, être extrêmement attentifs à rester dans un cadre très précis pour ne pas que nos subventions que nous donnons aux fédérations, aux clubs, puissent être considérées comme une aide d'État et donc un avantage illégal par rapport aux autres fédérations, aux autres clubs qui seraient en concurrence avec vous à l'échelon européen. En matière d'organisation du sport, on revient sur la bonne gouvernance. La libre circulation, essayer de préserver l'équité de compétition sportive et préserver un cadre de transfert qui soit équitable à tous. Bon, bonne gouvernance, voilà, vous avez tous entendu ces dernières années, que ce soit au niveau du CIO, au niveau de la FIFA, mais également au niveau de l'I2F, de l'athlétisme. C'est un thème d'actualité qui revient souvent, donc il y a eu et il y a sans doute encore des dérives au niveau, bon, on peut parler de la politique belge aussi malheureusement, mais donc c'est pas propre au sport, mais le sport n'est clairement pas épargné par rapport à tout ce qui se fait. Donc le mouvement sportif, mais également le monde politique qui essaye d'encadrer au mieux le monde sportif, essaye de donner un maximum de normes pour éviter de reconnaître les dérives qu'on a connues au niveau des plus hautes instances mondiales, où il y a des sommes d'argent très très importantes qui circulent, notamment par les droits télé et le sponsoring, tout en respectant l'autonomie du sport de ces fédérations-là. Donc on va essayer de trouver l'équilibre entre ce que le pouvoir public peut imposer et ce que les fédérations internationales gèrent, idéalement autogèrent, mais on se rend compte que là il y a une limite qui a été dépassée parce que l'autogestion visiblement a laissé place à des excès. Alors concrètement, comment ça se met en place? Un plan de travail a été adopté pour 2014-2017. Donc, qui a été adopté au niveau du Conseil. Donc tous les ministres des Sports se sont mis d'accord en disant « Nous, on veut travailler très concrètement sur les objectifs suivants. Intégrité du sport, dimension économique, sport et société. » Et donc c'est dans ces groupes de travail-là que William et quelques collègues se sont retrouvés pour vraiment alors mettre en œuvre pratiquement les objectifs qui ont été arrêtés par les ministres. 2017, vous voyez qu'on y est, donc on est arrivé à l'échéance de ce plan de travail et donc on est en train de travailler maintenant. C'est un des objectifs de la présidence maltaise dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de travailler sur le plan de travail 2017-2020. Donc on devrait l'adopter d'ici juin de cette année. Donc on devra à la fois adopter les objectifs poursuivis et les méthodes de travail pour y arriver. En sachant que les objectifs, là, doivent au moment être très concrets. On ne se contente plus de dire on veut travailler pour l'intégrité du sport, on veut vraiment alors la cibler des objectifs concrets. À titre d'information, les groupes experts, lors de la précédente mouture, concernaient le trucage de matchs, la bonne gouvernance, la dimension économique, la pratique d'une activité physique bienfaisante pour la santé, le développement des ressources humaines dans le sport. Alors, un petit mot sur quelque chose qui pourrait également vous intéresser, en tant que, je ne sais pas si vous êtes en même temps gestionnaire de club ou investi dans votre fédération, mais il existe également une possibilité de subside spécifique en matière de sport depuis 2014. Alors évidemment, ce n'est pas spécialement votre core business, vu que vous êtes plutôt orienté au niveau en tant que, enfin, dans le cadre de cette formation-ci, pour l'encadrement des sportifs qui visent la compétition d'un certain niveau. Donc ici, l'objectif est plutôt de développer le sport de masse, c'est l'objectif prioritaire, tout en travaillant sur la dimension européenne. Par contre, il y a quand même possibilité d'introduire des subsides en matière de double carrière, projet de vie. Donc là, qui concerne quand même des sportifs de haut niveau, donc qui sont quand même en lien avec la matière qu'on développe ici. Mais bon, il faut quand même que vous soyez conscient, si dans votre entourage, il y a des gens qui souhaitent obtenir des financements européens, sachez que ça existe, toute l'information est disponible sur notre site internet. L'appel à projet est ouvert, il est disponible, il faut rentrer les projets pour le 6 avril et il y a une séance d'information le 31 janvier organisée par la commission et elle sera retransmise en direct sur internet. Donc voilà, si vous voulez transmettre l'information autour de vous, elle est disponible, on a déjà fait tourner dans la newsletter aussi chez nous. Simplement préciser que le type d'action forcément doit avoir un caractère international. C'est soit une collaboration
qui s'étale dans le temps et qui doit réunir au moins 6 partenaires qui viennent de 6 États membres différents, avec quand même des budgets qui peuvent aller jusqu'à 600 000 €. La Commission a également maintenant développé des petits projets de collaboration qui sont peut-être plus facilement accessibles pour nous, à la dimension belge, club, fédération, qui nécessitent uniquement la présence de 3 représentants. Mais là, c'est des budgets plus modestes, jusqu'à 60 000 €. Ou alors les plus gros projets, ce sont des manifestations sportives à but non lucratif, mais là, il faut aller jusqu'à 12. Attention quand même que ces projets ne peuvent pas concerner l'organisation de manifestations que vous faites habituellement. Donc pas question de financer par ce biais-là un championnat, un tournoi, un stage. Donc on n'est pas là dans la réalisation du projet sportif, on va en parler, mais plutôt quelque chose qu'on va forcément utiliser le sport pour développer de l'inclusion sociale, de la mixité, de la lutte contre le match fixing, de la prévention contre le dopage, et ce genre de choses. Donc vous pouvez effectivement profiter d'un événement que vous faites en invitant des athlètes étrangers et en mettant le focus sur un thème qui vous semble particulièrement pertinent, sur l'inclusion, sur la lutte contre le dopage ou les thèmes qui font partie des priorités de l'Union européenne. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur ce subside-ci. Alors, une seule recommandation actuellement à se mettre sous la dent au niveau européen, qui est adoptée par les ministres des Sports, 26 novembre 2013. Elle concerne l'activité physique bienfaisante pour la santé. Donc là, les ministres ont estimé, sur base des études qui sont confirmées encore actuellement, donc on entend souvent parler, qu'il y a une véritable crainte au niveau de la santé publique, parce qu'on constate qu'il y a une grosse baisse de la pratique de l'activité physique et du sport dans l'ensemble des territoires de l'Union européenne. Et donc les ministres des Sports ont souhaité véritablement prendre l'engagement le plus fort qu'ils le pouvaient, donc par une recommandation, pour essayer vraiment de stimuler l'activité physique et le sport sur l'ensemble des territoires. Donc c'est l'objectif transversal, objectif de santé, matière éminemment transversale, parce que nous, secteur sport, nous sommes évidemment concernés, signés par nos ministres, mais c'est évidemment beaucoup plus large que ça. Le secteur de l'enseignement est évidemment concerné, la promotion de la santé, divertissement actif. Donc c'est véritablement une politique transversale qui doit être mise en œuvre. En Belgique, ça veut dire que nous, ministère des Sports, Fédération Wallonie-Bruxelles, nous devons essayer de mettre quelque chose en place avec tous nos collègues des autres entités. Ce qui en Belgique n'est pas la moindre des choses, c'est pas facile, donc on essaye de le faire. Donc nous développons notre propre politique de promotion du sport, mais on essaie de le faire le plus possible en interaction avec les autres partenaires pour notamment essayer de répondre le mieux possible à cette recommandation du 26 novembre 2013, qui a désigné notamment un point focal dans chaque État membre. Pour la Belgique francophone, c'est moi. Bon, un point focal par État membre. En Belgique, on est 3. Vous l'imaginez bien. Donc il y a un francophone, un néerlandophone et un germanophone. Donc nous sommes la délégation systématiquement la plus importante quand on va aux réunions. Mais voilà, ils ont l'habitude et donc à chaque fois qu'il va arriver les Belges, ils savent qu'on arrive en nombre. L'objectif, c'est de répondre aux normes qui sont définies par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui est différente pour les moins de 18 ans, plus de 18 ans. Pour les plus jeunes, c'est essayer d'avoir une activité physique à intensité, d'intensité importante de 60 minutes par jour. Pour les plus âgés, c'est plutôt réparti sur la semaine. Donc l'objectif, c'est d'essayer vraiment d'inciter les citoyens à avoir une vie active le plus possible et tout au long de la vie. Je pense qu'on a eu l'occasion d'entendre parler du DLTA. Bon, ben voilà, on rejoint également le développement à long terme de l'athlète. Le dernier stade, c'est une pratique tout au long de sa vie, sans objectif de performance, même si on peut continuer à en avoir si on le souhaite. Un petit mot également sur la Semaine européenne du sport, juste pour savoir qui était au courant qu'il y a eu en septembre 2016 la Semaine européenne du sport. Qui en a été conscient, informé d'une manière ou d'une autre par sa fédération, par un média? 0, ok, ça va. Je m'attendais à un résultat assez négatif, mais voilà. Mais donc effectivement, il y a encore un gros déficit de notoriété, mais l'objectif n'est pas sans intérêt, donc c'est vraiment d'essayer à un moment donné que tous les acteurs du sport européen se mettent ensemble pour dire oui, le sport est important, parce que clairement, dans nos politiques interne et internationale, même si on accorde une certaine importance au sport, elle est clairement
parfois mis au second plan par rapport à d'autres choses. Donc la semaine européenne du sport est clairement un moment donné où tous les acteurs du sport disent oui, ce qu'on fait c'est important, pratique sportive pour tous, mais également sport de niveau, encadrement, formation de cadre, n'en parlons pas. Donc ce sont des moments qui sont, enfin des éléments de politique qui sont extrêmement importants et il faudrait qu'ils soient cristallisés au niveau de la semaine européenne du sport. Prochaine édition, septembre 2017. J'espère que vous serez attentifs et vous veillerez à relayer l'information qui a été diffusée sur le site de l'ADEPS, sur newsletter, sur les réseaux sociaux. Donc la communication est faite, mais visiblement on ne trouve pas encore un écho très important. On continue, on remettra l'ouvrage sur le métier pour 2017. Un petit mot sur la Cour de justice de l'Union européenne, donc également institution de l'Union européenne, qui par ses décisions a pris quand même quelques décisions qui ont des grosses incidences sur la manière dont était organisé le sport au sein de l'Union européenne. Pendant longtemps, il n'y a pas de compétences spécifiques sport, mais beaucoup de dispositions qui s'appliquent de manière indirecte au sport, notamment l'interdiction de toutes les discriminations, notamment toutes les règles relatives au transfert. Donc en principe, pas de discrimination possible, mais progressivement la Cour a établi toute une série de jurisprudences qui permettent quand même de reconnaître une certaine spécificité du sport, pour simplement conserver l'intérêt des compétitions, notamment au niveau de la sélection des athlètes dans les équipes nationales. Forcément, si on souhaite conserver un format équipe nationale rencontre, il faut quand même pouvoir sélectionner les sportifs sur base de leur nationalité, sinon les compétitions n'ont plus aucun sens. Même chose sur la limitation du nombre de participants en compétition. On pense principalement au sport de combat, où en général c'est un par pays, par catégorie de poids. Et donc forcément, il y a une sélection qui est faite. Parfois, on a eu le cas en Belgique, des recours qui ont été faits là-bas, où il y avait deux athlètes qui avaient le niveau pour pouvoir s'aligner, mais on ne peut aligner qu'un seul. Et là, le règlement européen de la Fédération européenne dit non, c'est un par pays, et la Cour de justice a dit oui, effectivement, pour des raisons d'organisation de compétition, cette limitation est justifiée, et donc on peut conserver effectivement cette règle-là. Même chose pour la durée de transfert, donc on limite ces durées de transfert pour éviter qu'on puisse faire des transferts n'importe quand, n'importe comment. C'est une limitation à la libre circulation des travailleurs, parce que les autres travailleurs peuvent changer d'employeur n'importe quand. Mais pour les sportifs, il a été admis qu'on limite ça à 1 ou 2 périodes par an en fonction des sports, simplement pour permettre à la compétition de se dérouler dans de bonnes conditions. Un petit mot sur l'arrêt Bosman, qui a quand même révolutionné pas mal de choses au niveau européen. Donc là, la question, c'était sur les footballeurs en l'occurrence, mais de manière générale, tous les sportifs qui étaient en fin de contrat. Donc la distinction est importante. Savoir dans quelle mesure ils pouvaient être transférés vers des autres clubs. Parce qu'à ce moment-là, même en fin de contrat, le joueur était tenu de l'accord du club et donc de trouver un moyen, un arrangement financier avec son club de départ pour partir vers un autre club. Et donc là, la Cour a dit effectivement que ces dispositions-là étaient contraires aux dispositions du traité et que donc maintenant le joueur en fin de contrat, c'est ce qu'on entend maintenant beaucoup, les joueurs en fin de contrat sont libres effectivement de partir, ils ne sont plus liés par l'entraîneur, donc comme tout un chacun, le contrat de travail se termine, contrat à durée déterminée, on est libre de partir vers l'employeur de son choix. L'autre conséquence de l'arrêt Bosman, c'était donc d'interdire tout ce qui était quota de nationalité à l'intérieur de l'Union européenne. Donc on voit que maintenant que le marché chinois s'ouvre beaucoup vers le marché européen et brésilien. Donc ils sont en train de mettre justement des quotas de nationalité. Mais donc eux peuvent le faire parce qu'ils ne sont pas tenus forcément aux dispositions du traité de Rome. Mais nous, à l'interne de l'Union européenne, nous ne pouvons plus introduire des quotas de nationalité. Donc on ne peut plus discriminer un Français par rapport à un Roumain, par rapport à un Belge. Un petit mot sur la liberté d'établissement et de prestation de services. Il y a eu beaucoup de décisions aussi par rapport à ça, notamment par rapport à aux libertés de circulation des prestataires de services. Donc on a touché un petit mot par rapport aux entraîneurs qui souhaitaient exercer leur profession ailleurs. On pense notamment à ceux qui encadrent le ski, qui est une discipline beaucoup plus réglementée. Donc forcément, tous les États membres donnent des formations en matière de ski, mais est-ce que cette formation-là va être reconnue dans les pays qui sont plutôt spécialisés là-dedans? Donc France, Suisse, Italie. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais est partie prenante des discussions. Et donc il y a toute une discussion de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir
utiliser les formations qui sont données partout pour les rendre applicables à l'ensemble de l'Union européenne. Donc voilà pour ce chapitre, c'était le plus important sur l'Union européenne. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-ci avant de passer aux autres. Ce sera plus synthétique sur les autres, mais c'est l'institution qui occupe le plus clair de notre temps au niveau des relations internationales parce qu'on est allé le plus loin simplement dans le développement et dans les outils. Donc là, il y a des choses qui sont quand même réellement contraignantes et vous le voyez avec des incidences, vous en tant qu'entraîneur, qui sont quand même importants, ou pour les athlètes que vous allez être amenés ou que vous encadrez peut-être déjà maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-ci. Pas spécialement. Donc on passe au niveau du Conseil de l'Europe. Alors de nouveau, attention à la formulation. Donc on a parlé du Conseil de l'Union, du Conseil européen. Maintenant on parle du Conseil de l'Europe. Donc pas évident, mais là on parle de tout à fait autre chose, vu que là on se retrouve au niveau de l'Organisation de défense des droits de l'homme. Donc là c'est l'organisation qui est basée sur base d'un critère géographique et de partage de certaines valeurs. Les valeurs qui sont contenues dans la Convention européenne des droits de l'homme, signée en 1949. Et donc là, on se retrouve dans une organisation qui est exclusivement intergouvernementale. Donc là, il n'est pas question d'adopter des dispositifs qui soient contraignants sans l'avis de tout le monde. Donc au niveau du Conseil de l'Europe, on peut adopter effectivement toute une série de documents, de décisions. Pour la plupart, on est plutôt dans l'ordre du non contraignant. On parle également de recommandations, des déclarations politiques qui visent des objectifs et certaines actions à mettre en œuvre. Mais par contre, dès qu'on est dans le contraignant, on est dans des conventions internationales. Donc il faut passer à chaque fois au niveau de la signature par l'approbation du gouvernement. En Belgique, il y a beaucoup de gouvernements. Et puis au niveau de la ratification par des votes au niveau de chaque parlement, donc de chaque assemblée parlementaire. En Belgique, il y en a beaucoup aussi, donc ça nous fait beaucoup de travail. Donc 47 États membres, fondés en 1949, avec au niveau sport la création en 1976 d'un comité directeur pour le développement du sport, dont l'objectif, c'est véritablement, dans la lignée de ce qui se fait au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme, de développer, d'être attentif à la promotion des valeurs fondamentales dans et par le sport. Donc au niveau du Conseil de l'Europe, on va vraiment axer le travail au niveau du domaine sportif sur le respect des valeurs, les valeurs qui sont communes à l'ensemble du Conseil de l'Europe. Alors depuis 2007, mais entré en vigueur en 2010, certains États ont décidé qu'ils avaient envie d'aller plus loin en matière de sport, et donc ils ont créé l'APES, donc l'accord partiel élargi pour le sport. Donc là, c'est une plateforme de discussion qui continue à débattre de toute une série de thématiques, toujours en lien avec le sport et les valeurs du sport. Actuellement, il y a 37 membres au sein de l'APES qui préparent une série de documents qui pourront être utilisés après pour l'ensemble des membres du Conseil. Et alors la Belgique est membre depuis 2016. Donc nous, on n'y était pas membre. La Belgique est membre depuis 2016, donc on a commencé à travailler avec l'APES maintenant. Et notamment, je peux dire un petit mot là-dessus pour vous donner une idée sur les thèmes sur lesquels on travaille. Il existait une recommandation qui prévoyait l'interdiction de tout ce qui était lutte libre et combat en cage, qui a été prise en 1999. Donc il y avait une interdiction de principe qui avait été arrêtée par l'ensemble des sports, non contraignante. Mais ce qu'on constate, c'est que sur l'ensemble des territoires de l'Union européenne, la montée de ces disciplines-là fait que sur base de l'influence des États-Unis principalement, on en retrouve partout. Donc cette interdiction de base, ça ne vaut pas spécialement la peine de la maintenir vu qu'elle ne correspond en rien avec la réalité, notamment avec la montée en puissance du MMA qui est en train de se structurer, y compris en Belgique. Et donc là, on a commencé des travaux, ils ont été entrepris, c'est des travaux à longue haleine, ils ont été pris en 2014. Ils se sont dit oui, effectivement, il faut lancer le travail, ils ont fait venir des experts. Donc là, maintenant, on a une phase un petit peu plus concrète. Et la question, c'est de savoir comment prend-on en compte la montée de ces pratiques un petit peu plus extrêmes que les sports de combat traditionnels que l'on rencontre chez nous et qui sont reconnus, judo, jujutsu, karaté, taekwondo, qui sont des fédérations reconnues. Et là, c'est des pratiques qui sont plus extrêmes, dans un cadre un peu particulier. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte? Si oui, à quelles conditions? Donc là, il y a un échange qui est très intéressant qui se fait à ce niveau-là, à l'heure actuelle, dans ce cadre de l'APS, qui sera remonté après au niveau des ministres dans l'objectif de l'adoption d'une recommandation. Je ne sais pas s'il y a des représentants des sports de combat ici. Non, il n'y a pas de pratiquants ou d'entraîneurs sports de combat? Ni de MMA? Non? On peut parler librement alors. Alors, quelles sont les politiques sportives mises en œuvre au niveau du Conseil de l'Europe?
plus importante est malheureusement prise au lendemain d'une actualité belge, enfin, qui s'est produite en Belgique, mais entre Italiens et Anglais. Donc la Convention européenne sur la violence des spectateurs dans le sport, donc prise au lendemain du drame du Heysel. Elle est en train, oui, elle est révisée, mais n'a pas encore été adoptée. Donc la procédure de révision est en cours et quasiment finalisée. Et il existe également une convention de lutte contre le dopage, Charte européenne du sport et du code éthique sportive, là qui nous aide, nous actuellement, dans les travaux qu'on mène pour la révision du décret éthique. Vous n'ignorez pas qu'il y a un décret éthique qui a été pris en 2014, mais qui est déjà en révision actuellement, et donc on s'aide beaucoup de ce qui est fait à ce niveau-là pour forcément s'inscrire dans la même lignée de ce qui est fait là-bas. Et alors, ce qui rejoint l'actualité également, c'est la Convention contre la manipulation des compétitions sportives. Donc, qui a été prise en 2014 par l'ensemble des ministres des Sports et qui est en cours de signature par l'ensemble des États membres, des États de la Convention. La Belgique a signé fin 2016, donc là il faudra modifier dans le syllabus, mais je vais peut-être envoyer un rectificatif pour ça, parce que là j'ai mis qu'on était en cours de signature. C'est fait, nous avons signé, et chez nous il a fallu pas moins de 8 approbations gouvernementales pour pouvoir signer. C'est fait, après on passera à la ratification et il faudra 8 approbations parlementaires pour y arriver. Comme quoi rien n'est simple, mais sur le cœur de la matière, match fixing, manipulation de compétitions sportives, malheureusement aussi sur le devant de l'actualité trop régulièrement, dans différents sports, certains plus médiatisés que d'autres. Mais donc la Belgique a mis en œuvre une des dispositions phares de cette convention, à savoir la création d'une plateforme nationale contre la manipulation. Alors plateforme nationale en Belgique, ça veut dire beaucoup de monde. On est très nombreux dans cette plateforme nationale. Donc le sport est représenté par les 3 ministères des Sports, par les interfédérales, COIB, Vlaams Sport Federatie, ISF pour le côté francophone. Il y a 3 grosses fédérations qui sont avec également, foot, basket, tennis, parce qu'elles ont déjà beaucoup travaillé sur le domaine, et la Loterie nationale, elle aussi, en tant qu'opérateur de paris à caractère un petit peu particulier, et la commission des jeux de hasard est également présente. Donc là, l'objectif, c'est de rassembler en une seule plateforme tous les actes clés pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau qui est sans doute pire que celui du dopage encore, puisque là il n'est même plus question de tricher pour gagner, mais de tricher pour perdre, ce qui est quand même vraiment la négation de tout ce qu'on essaye de faire nous en tant qu'acteurs du sport. Donc là c'est vraiment quelque chose sur lequel on va vraiment insister. Donc le match fixing, on va l'intégrer progressivement dans les formations, donc vous en avez déjà ici un petit point d'attention. On va l'intégrer dans tout ce qui est formation de dirigeants. Et il y aura sans doute dans les prochains mois également une formation plus générale pour l'ensemble des acteurs du sport qui sera menée tous ensemble. Parce que nous, en tant qu'acteurs du sport, l'objectif serait plutôt la prévention et la sensibilisation. La justice, le ministère de Justice et le ministère de Police qui sont avec nous également dans la plateforme, eux forcément ont tout l'aspect répressif et sanctions dans leurs compétences. Ceci est évidemment éminemment international, vu que la corruption et le trucage de match ne s'arrêtent pas à nos petites frontières francophones, ni même belges, ni même européennes. C'est vraiment à l'échelon mondial que ça se fait. Donc on travaille, enfin pas nous, mais les services de police travaillent en collaboration avec Interpol. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire, ne fût-ce que sur l'information, vu que les derniers cas qui ont été relevés par la presse, c'est que parfois certains joueurs continuaient à parier sur leur match. Parfois de manière innocente, parfois pas, c'était parfois difficile d'identifier, mais cette interdiction est vraiment stricte et donc on doit la relayer, vous devez la relayer vers vous aussi. La loi pénale belge interdit de parier sur ses propres rencontres sportives. Elle ne vaut actuellement que pour les sportifs, mais le disciplinaire inclut, donc les fédérations sportives peuvent déjà actuellement sanctionner tout l'entourage du sportif aussi qui parierait sur une compétition, sur un résultat sur lequel il a une influence, une connaissance particulière. Donc on parle de délit d'initié au niveau des entreprises, au niveau financier. Il en va un peu de la même chose au niveau sportif. Un entraîneur, un manager, un arbitre, un dirigeant peut avoir des informations que quelqu'un d'extérieur n'a pas et il ne peut pas l'utiliser pour parier sur le résultat de la compétition en question. Donc ça c'est également interdit. Il n'y a pas de disposition pénale en Belgique qui l'interdise, mais par contre c'est interdit par les règlements des fédérations. Donc soyez-y attentifs, n'hésitez pas à relayer cette information. On va travailler maintenant, vu que cette plateforme nationale est en train de se mettre en place, donc on travaillera avec eux pour délivrer un message commun, organiser une séance d'information plus large là-dessus, mais c'est vraiment un point extrêmement important et je pense que tous les sports sont potentiellement concernés, du plus haut niveau vers le niveau le plus bas.
parce qu'on se rend compte que le tout haut niveau finalement est relativement épargné, parce qu'ils sont relativement bien encadrés et les niveaux de rémunération permettent déjà d'être un petit peu à l'abri des tentations, et le niveau inférieur, par contre, est assez fortement manipulable, étant donné qu'avec des faibles sommes d'argent, on peut facilement influencer quelqu'un qui n'en gagne pas énormément. Par ailleurs, voilà, donc c'était important de souligner ce point-là. Donc au niveau du Conseil de l'Europe, le parallèle, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui veille à la bonne application de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, il n'y a pas de dispositions spécifiques au sport qui sont reprises dans la Convention. Par contre, il y en a plusieurs qui peuvent trouver à s'appliquer. On pense par exemple à tout ce qui est procès équitable, qui a été parfois invoqué dans certaines procédures, ou tout ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Donc il y a eu 2-3 recours qui ont été faits à la Cour là-bas, notamment en ce qui concerne la lutte contre le dopage. Donc vous savez que maintenant on va très loin en matière de lutte contre le dopage avec les fameux whereabouts pour connaître la localisation quasiment en permanence des sportifs. Ça va très loin forcément dans les atteintes aux libertés individuelles. Quelle est la proportion à respecter entre la lutte contre le dopage, qui est un objectif légitime, et la protection des données? Protection des données, c'est aussi tous les prélèvements qui sont faits, sanguins, capillaires, urinaires, avec des prélèvements ADN qui sont circulés un petit peu partout. On envoie tout à l'AMA, c'est-à-dire au Canada. Qu'en est-il au respect de ma vie privée? Parce que forcément, on retrouve dans ces échantillons-là forcément beaucoup d'informations qui sont extrêmement personnelles. Et donc, voilà, donc tout ça est soumis notamment à la Convention européenne des droits de l'homme sur ce point-là. Et donc, il y a pas mal de discussions là-dessus, encore à l'heure actuelle. Jusqu'où peut-on aller au nom de la lutte contre le dopage par rapport à la préservation de la liberté et le respect de la vie privée de chacun. Toujours au niveau juridictionnel, donc là c'est une toute autre instance, le fameux TAS, le tribunal arbitral du sport. Donc brève présentation, il est né en 1984, donc c'est relativement récent, d'une demande du monde sportif qui a vraiment besoin d'une instance qui lui soit spécifiquement dédiée, qui soit capable de donner des réponses juridiques rapides, dans un cadre souple, avec une procédure qui soit vraiment adaptée, avec un champ d'application très large, donc c'est vraiment tout litige en lien avec le sport. Il y a un code qui a été adopté en 1914 qui concerne principalement tout ce qui est procédure et organisation du TAS, parce qu'en termes de réglementation, elle va s'appuyer sur les réglementations spécifiques du litige. Donc j'en dirai un petit mot après. Donc elle va en fait appliquer, elle peut appliquer, enfin je vais revenir après, 4 procédures différentes. Il y a l'arbitrage ordinaire, en première instance, l'arbitrage d'appel, la procédure consultative, donc là ça peut être une partie ou une autre qui, avant de prendre une décision, souhaite prendre un avis au préalable avant de prendre une décision, donc c'est plutôt une mesure de précaution, et la procédure de médiation qui a été rajoutée par ailleurs. Alors l'arbitrage concerne, moi je vais peut-être le dire ici, voilà, convention d'arbitrage, dans la nature des litiges, convention d'arbitrage, c'est le préalable indispensable. Donc on ne peut recourir à l'arbitrage s'il n'y a pas eu une disposition qui le prévoit. Soit il y a un litige qui survient entre nous et on décide de commun accord de soumettre notre litige à l'arbitrage, donc convention d'arbitrage, ou alors on s'engage, quand on a une convention de prestation de service, à dire en cas de litige dans la réalisation de la prestation de service qu'on a ensemble, on soumet notre litige à la cour d'arbitrage, ou ce qui arrive de plus en plus également, ce sont les règlements des fédérations internationales qui donnent cette compétence à l'arbitrage, au TAS. Donc là, il y a une disposition réglementaire qui dit en cas de litige, on va au TAS. Donc ça c'est vraiment indispensable. Sans ce préalable indispensable, on ne va pas au TAS. Alors quels sont les litiges qu'on y retrouve? C'est tous les litiges de nature commerciale. On pense au sponsoring et tout ce qui est droit télé, réalisation de manière générale de toutes les prestations de services qu'il peut y avoir, soit dans l'organisation d'un événement ou d'une relation de sponsoring. Et tous les litiges de nature disciplinaire. Alors là, on pense principalement au dopage. On peut retrouver autre chose, mais il y a beaucoup de dopage et beaucoup de fédérations internationales ont recours au TAS en deuxième instance. Donc ils jugent en première instance des cas de dopage, ils donnent une première sanction si le sportif n'est pas d'accord, ou si la fédération n'est pas d'accord, ou si l'AMA n'est pas d'accord, ce qui arrive souvent aussi sur la sanction qui est mise en première instance. On renvoie le dossier au TAS. L'exemple belge le plus récent, c'est celui de Sherlyn Van Snick, donc prise avec un dérivé de cocaïne lors des mondiaux il y a
2 ans, 3 ans maintenant à Rio, sanctionnée en première instance par la Fédération mondiale de judo. Elle va devant le TAS et là, elle a obtenu gain de cause puisqu'elle était totalement blanchie. Elle a pu réussir à prouver devant le TAS que ce qu'elle avait ingéré était en conditions tellement infines qu'il devait s'agir soit une prise accidentelle, soit une prise volontaire, provoquée par quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc là, le TAS est intervenu en procédure d'appel d'une décision de première instance prise par une fédération mondiale. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. La fonction, c'est de trancher des litiges. Les décisions du TAS ont force exécutoire, principalement sur base soit du règlement d'une fédé, soit de la convention d'arbitrage qui a été faite entre les deux parties. Et de plus en plus, le TAS, pour pouvoir répondre à cette exigence du monde sportif, parfois d'avoir des réponses très rapides, délègue des chambres spécifiques lors des grandes compétitions. CIO, mais également Coupe du Monde, Jeux Olympiques et Coupe du Monde. Donc il y a une chambre du TAS qui est spécialement créée sur place de manière à pouvoir régler les tranchées litiges qui doivent parfois être réglées du jour au lendemain. S'il y a entre les séries et les finales, les qualifications ou entre les matchs, il faut prendre une décision pour savoir qui est sélectionné, qui doit être repêché, le cas échéant. Donc le TAS envoie des arbitres directement sur place. Donc les arbitres sont constitués de juristes d'un grand niveau, qui sont sélectionnés sur base de leurs compétences et également de leur indépendance. Ce qui est important de savoir, c'est que tout le monde peut saisir le TAS. Donc, on retrouve là l'objectif de souplesse qui était poursuivi au départ. Athlètes, clubs, fédérations, organisateurs, sponsors, l'AMA également. Mais donc vraiment, tous les acteurs du sport ont l'occasion de saisir le TAS. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport aux deux institutions qu'on vient de passer en vue, que ce soit Conseil ou TAS. Alors un petit mot sur l'UNESCO, qui est l'organisation publique au niveau mondial qui rassemble le plus de monde avec l'ONU forcément, mais ici on est plutôt dans l'organisation intellectuelle de l'ONU, donc tout ce qui concerne préservation de la paix, protection du patrimoine, diversité culturelle, 195 membres. Je pense qu'à la FIFA ils sont un petit peu plus. Donc il y a encore un ou deux manquants. Alors, au niveau sportif, qu'est-ce que défend l'UNESCO ? C'est de proposer, de garantir aux sportifs un environnement propre, honnête, équitable pour les sportifs. Donc on recherche également, donc là, encore une fois, le public, le pouvoir public ne cherche pas à viser à l'organisation des compétitions sportives proprement parler, mais que l'environnement général se déroule dans de bonnes conditions, moyennant les respects ayant valeur universelle. Je pense qu'on a dû vous en parler au niveau du module dopage, où vous allez avoir le après. Donc c'est au niveau de l'UNESCO qui a été pris la convention contre le dopage qui donne les fondements au Code mondial antidopage et à la fondation contre le dopage. Donc le fameux WADA a été constitué sur base de cette convention internationale, donc qui est un instrument international contraignant signé par l'ensemble des parties. Et c'est sur cette base-là, parce que tous les États ont réellement signé, se sont engagés à respecter par cette convention-là tout ce qui est fait après au niveau commun antidopage, que des sanctions peuvent être prises, des sanctions contraignantes qu'on est en train de rencontrer, notamment dans le cas de la Russie. Sans cette convention contre le dopage, on se retrouverait uniquement dans le versant disciplinaire sportif. Grâce à cette convention, les États membres sont également liés, enfin les États membres, tous les États signataires sont également liés par toutes les dispositions antidopage qui sont prises, notamment en ce qui concerne les laboratoires qui sont chargés de réaliser les contrôles antidopage, donc avec des accréditations qui sont données ou non. Donc tout ça se fait dans le respect du code AMA. Il y a une charte qui a été adoptée au niveau de l'UNESCO, qui a été revue il n'y a vraiment pas longtemps, à laquelle l'université belge a pris part, c'est l'université de Liège, charte internationale de l'éducation physique et du sport, qui nous sert également, nous, comme base, comme source d'inspiration dans le cadre de nos travaux de révision du décret éthique, mais également tout ce qui se passe au niveau de la mise en œuvre de la recommandation sur l'activité physique bienfaisante pour la santé. Donc vraiment, elle donne toute une série de lignes directrices intéressantes. En termes de lutte contre le dopage, l'UNESCO tend à valoriser la coopération internationale, renforcer l'éducation, la sensibilisation et développer des renforcements de capacités.
notamment via le Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport. Et donc là, il y a possibilité pour les pays qui sont en manque de moyens, d'obtenir des financements pour mettre en place une politique contre le dopage qui soit réellement efficace, parce que clairement, on se rend compte que tout le monde ne lutte pas contre le dopage avec les mêmes moyens ou avec la même intensité, ou s'ils développent des moyens pour lutter contre le dopage, ils en développent parfois tout autant pour développer une pratique dopante en sous-marin. Donc voilà, donc ça pose encore question. Donc il y a encore du travail qui doit être fait, et l'UNESCO est un des acteurs clés pour y parvenir. Encore 2 institutions sur les 2 minutes qui me restent. Le premier, c'est sur la Conféges, donc Confédération des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Donc là, on travaille au niveau plutôt d'une similitude au niveau de la culture et de la langue. 43 pays membres, Belgique, France, Canada, et alors beaucoup forcément de pays africains. L'objectif, promotion de la jeunesse, du sport et des loisirs, avec 4 axes de travail principaux: sport de proximité, comme outil de promotion de la paix; l'organisation sportive, avec un axe qui est vraiment très important, sur lequel nous collaborons régulièrement, sur le sport au féminin, donc favoriser au maximum la mixité, mais surtout la pratique du sport féminin, qui est encore en souffrance dans beaucoup d'endroits; l'inclusion des sportifs pour handicapés et le développement du sport à l'école; développement du sport de haut niveau, et également lutte contre le dopage, notamment en relation avec l'UNESCO. La Conféges coordonne également la coordination de l'organisation des Jeux de la francophonie. Donc là, vous êtes peut-être amené à encadrer des sportifs qui vont se préparer, qui vont participer aux Jeux de la francophonie. Dernière édition, c'était à Nice en 2013. La prochaine, c'est cette année, à Abidjan. Voilà, je ne sais pas s'il y en a l'un ou l'autre parmi vous qui vont accompagner des sportifs ou qui ont... Non ? Donc voilà, donc c'est une compétition qui est de niveau international, donc on n'est pas au niveau des championnats mondiaux par discipline, mais ça peut être une compétition internationale qui est intéressante en vue de participer à un échelon plus loin. Donc pour forger l'expérience des sportifs, ça peut être un tremplin intéressant. Et enfin la dernière, donc là on revient plus près de chez nous, au niveau de la grande région. Donc c'est une institution régionale, internationale quand même, mais régionale et transfrontalière, qui comprend 2 Länder allemands, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat, la Belgique, mais donc la Fédération Unie-Bruxelles, la communauté germanophone et la province de Liège, la France, il y avait la Lorraine et une autre, mais ils sont en train donc suite aux réformes de l'organisation des régions, donc là ils sont en train de se restructurer en Grand Est. Et l'Alsace, oui, voilà, l'Alsace. Et donc là, ils sont en train de se restructurer pour essayer de faire partie, de conserver leur participation à la grande région, mais ils sont en train de se restructurer. Et le Grand-Duché de Luxembourg. Donc là, l'objectif, c'est clairement d'essayer de favoriser un maximum d'interaction dans ces régions-là, au niveau culture, environnement, tourisme, jeunesse, mais aussi au niveau du sport, par la création de l'ESBL European Sport Pool. On n'a pas rejoint immédiatement cette SB-là, nous on est membre depuis 3 ans maintenant du pool. Les objectifs, c'est de favoriser l'intégration sociale par la pratique du sport, d'effectuer des diagnostics en vue de réduire la consommation d'eau et l'énergie dans les installations sportives, donc ça c'est un objectif spécifique qui avait été identifié, intensifier la lutte contre le dopage et la violence dans le sport et promouvoir l'éthique sportive. Plus concrètement pour vous, ça veut dire aussi l'organisation de compétitions sportives transfrontalières. Donc encore à un niveau plus micro, ça peut être l'occasion pour certains de faire des compétitions à caractère international, mais à un niveau relativement accessible. Donc il y a notamment des rencontres d'athlétisme, de basket, de handball qui sont organisées. Donc là, vous pouvez éventuellement revenir vers nous, le cas échéant, par votre fédération directement, si vous souhaitez participer à ce genre de compétition, qui sont organisés à tour de rôle par chacun des partenaires, et donc tous les autres sont amenés à participer. Donc ce sont des déplacements qui sont relativement faciles d'accès, vu qu'on est dans un rayon d'action qui ne dépasse pas 300-400 km, et qui permettent quand même des rencontres intéressantes, tant sur le point de vue sportif, mais aussi sur le point de vue humain, social et culturel, et favoriser l'échange entre les sportifs, les entraîneurs également. Donc il y a tout un volet entraîneur également qui est développé au niveau du pool. Voilà pour cette présentation. Donc on a balayé quand même beaucoup de choses en
Ouais, en 1 heure. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires ?